Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de la semaine et on va parler des charges dans l'immobilier. Ça fait un petit épisode théorique, on va dire, sur sur Pratico-pratique. pratico-pratique, c'est ça, que tous les investisseurs IMO se doivent de savoir. Donc au moins, ça fait un peu un épisode un peu débutant, je dirais, pour ceux qui s'y intéressent et qui n'ont pas encore acheté d'IMO. On va vous parler de tout ce qu'il faut prévoir dans le calcul de votre rentabilité. Juste avant qu'on démarre, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide à faire connaître le podcast et à nous rejoindre sur Instagram et YouTube La Fouserie. On vous partage notre quotidien d'investisseur. Ouais, et surtout sur les notes 5 étoiles, vous avez joué le jeu, donc franchement, je suis super content. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, merci. Je le pense sincèrement parce que c'est compliqué d'avoir les notes 5 étoiles. Et là, je vois en quelques semaines, on a dû prendre 50 notes 5 étoiles quasiment. C'est-à-dire qu'on était sous les 200 notes sur Spotify. Là, on est passé au-dessus des 220, 230 la dernière fois que j'ai regardé. Et il faut que j'aille revoir sur Apple Podcast. C'est un petit moment où je me suis pas connecté. Et puis pour ceux qui sont sur les autres plateformes, je sais pas moi, si vous êtes sur le YouTube de La Fouserie, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et je parle du YouTube podcast. On a de YouTube, il y a le YouTube La Fouserie vidéo longue, enfin vidéo format court, pardon. Et La Fouserie podcast également, si vous nous écoutez là-dessus. Si vous êtes sur Deezer également, sur Amazon Music ou je ne sais, ou Podtail, je crois. Apple Music, non, Apple Podcast. Apple Podcast, j'en ai parlé. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, ça fait super plaisir, ça nous aide grandement et puis ça nous motive à continuer chaque semaine, à continuer à faire des épisodes parce que c'est vrai que par exemple en août, on se posait la question, on s'est dit est-ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, tout le monde est en vacances et puis J'avoue moi j'avais un peu la flemme. voilà, c'est normal. Nous aussi, en plus, on n'était pas spécialement en vacances, mais voilà, on avait d'autres choses à faire. Puis, là, vous le voyez, on vous fait un petit peu moins d'épisodes actu, juste parce qu'on a un peu moins de choses à raconter. C'est un peu plus calme sur l'IMO. Et puis même, c'était l'été de manière générale, il n'y avait pas un milliard de choses à raconter. Là, on a quand même quelques petites choses en stock. Il faudrait regarder depuis le tout début de la création du podcast, je crois qu'on doit avoisiner les 200 épisodes, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'on a déjà fait le tour de pas mal de choses. On a raté très peu de semaines surtout, où on n'a pas publié. C'est vrai que là, on s'était dit, est-ce qu'on prend des petites vacances du podcast ou pas? Surtout que, entre guillemets, c'est toujours pareil, quand vous êtes créateur comme ça, vous avez toujours un petit peu la peur de perdre le lien avec les gens qui vous suivent et qu'en gros, ils reviennent plus. Et c'est con, mais c'est un peu une peur que je pense tout le monde, tous les gens qui ont, que ce soit podcast, YouTube, réseau, etc., vous avez. Et au final, c'est vrai que là, cet été, j'ai été très actif sur Instagram. Je pense que vous l'avez vu, il y a eu quasiment un réel par jour depuis le mois de juin. Et c'est vrai que je me dis, au final, je suis très actif sur Instagram. En plus, voilà, on essaie de faire de la valeur ajoutée, on essaie de faire des conseils sur du format plus court que ce qu'on peut faire sur le podcast. On s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de publier en août? Finalement, c'est chauffé. Il y a que un lundi qu'on a raté parce que vraiment, celui-là était milieu du mois d'août. Et c'est vrai qu'en plus, des fois, on voit les stats, c'est normal, au mois d'août qui sont un peu plus en berne. Et je pense que vous allez être pas mal à rattraper les épisodes à la rentrée. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, ça nous fait plaisir que vous jouez le jeu sur les notes 5 étoiles. Et j'en profite juste avant qu'on démarre l'épisode. Si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer dans vos projets immobiliers à la rentrée, que vous soyez nouvel investisseur, vous ne sachiez pas par quel bout le prendre, la fiscalité ça vous fait peur, vous trompez ça vous fait peur, vous ne savez pas comment trouver une bonne affaire, vous ne savez pas dans quelle zone investir, n'hésitez pas à prendre un call avec moi, je vous mets le lien du ZCAL en bio de cet épisode et comme ça on pourra en discuter. Et également, si par exemple vous êtes déjà investisseur immobilier, vous avez 1, 2, 3 biens, vous êtes un peu au moment où vous posez la question, vous avez commencé à voir comment fonctionne l'immobilier et vous ne savez pas dans quelle direction aller, si jamais là aussi ça vous intéresse qu'on échange ensemble et qu'on voit éventuellement si je pourrais vous aider à avancer dans vos projets et d'accélérer votre patrimoine immobilier, là aussi n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir qu'on échangera. Exactement. On démarre avec les charges à l'achat, celles que généralement vous ne payez qu'une fois et en tête parce qu'elles coûtent un bras et souvent c'est vous qui les payez sur les fonds propres, c'est les frais de notaire. Les frais de notaire, je pense qu'à peu près en moyenne ça doit être 8%, je dirais, du prix d'acquisition. Non, ouais, alors c'est légèrement dégressif tout simplement parce qu'en fait vous avez une partie des frais qui sont fixes et une autre partie qui est proportionnelle. Je vais pas vous détailler tous les pourcentages, ça n'aurait pas grand intérêt, mais retenez que globalement quand vous êtes entre 0 et 100 000, vous êtes globalement à 10% de frais de notaire. Quand vous êtes entre 100 et 200, on est à 9%, et au-dessus de 200 vous êtes à 8, et je crois que c'est à partir de 500 000 on commence à descendre à 7, et je crois qu'on va peut-être à 6,5 pour les ventes à 1 million
million et quelques, parce qu'à ce moment-là, vous avez une partie du notaire qui est plus basse, et les droits d'enregistrement, maintenant, je crois qu'ils sont à 6,30, un truc comme ça. Enfin, ça dépend de votre département. Donc voilà, retenez qu'en moyenne, on est entre 8 et 10% dans la majorité des opérations que vous allez faire. C'est vrai que ça, déjà, c'est un gros bout qui part, parce que c'est vraiment de l'argent perdu, hein. C'est pas 10% que vous mettez dans les travaux, c'est pas 10% que vous mettez dans la valeur du bien, c'est juste 10% où vous allez ralasse un petit peu le notaire et surtout beaucoup l'État. Ouais, j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est même pas trop le notaire. En plus, je sais pas trop s'ils sont rentables, les notaires, sur ce genre de choses, mais parce qu'en vrai, Bah si, ils ont un monopole. oui, mais je veux dire, c'est un sacré travail pour peu Oui. d'honoraires au final, donc Ouais, mais après, ce qu'il faut bien voir, c'est que les études notariales, c'est des usines, donc en fait, toute la journée, ils signent des actes. Donc oui, même si je suis d'accord que s'il y a des notaires qui nous écoutent, si jamais effectivement vous signez une place de parking, je me doute que vous ne gagnez malheureusement pas beaucoup d'argent. Mais voilà, j'imagine que de temps en temps, vous vendez des baraques à 1 million et c'est un peu là où vous faites votre marge. Et c'est un peu une particularité des notaires, c'est que pour le coup, c'est une profession qui est pas rémunérée elle est pas rémunérée en fonction du travail. Par exemple, quand tu payes un expert comptable ou un avocat, bah, tu vas le payer en fonction au temps passé ou à la difficulté ou à la complexité de ton opération. Le notaire, c'est un pourcentage de ce que tu vas acheter. Donc effectivement, il y a plein de cas où effectivement tu achètes une cave, une place de parking, bah, il travaille quasi gratuitement et il va gagner 50 balles et lui aussi derrière a ses propres impôts à payer dessus. Par contre, effectivement, quand tu vends une maison à 1 million ou une succession par exemple, il mange déjà un peu mieux. Ouais, voilà, une succession, moi je une pensais surtout succession à ça, aussi, ouais. tu vois. Donc globalement, c'est des sujets où c'est plutôt là-dessus qu'ils vont se rattraper. J'imagine que le notaire qui fera la succession de Bernard Arnault, il aura plus besoin de travailler pour le reste de sa vie. J'avoue. Donc voilà, globalement c'est assez particulier. Mais pour revenir nous à notre sujet de l'IMO, c'est vrai que là pour le coup vous mettez les frais de notaire, vous les lâchez donc chez le notaire au moment où vous faites l'acquisition. Et c'est pour ça qu'on dit toujours dans l'immobilier, le plus important c'est d'acheter un petit peu en dessous du marché. Certes, il y a aussi une partie de se protéger si le marché baisse, de faire une plus belle plus-value, mais c'est aussi avant tout parce que vous avez plus ou moins 10% qui vont partir dans le vent, et que si demain vous devez revendre votre bien, bah faut que vous soyez capable de récupérer ces 10% que vous auriez mis. C'est ça, exactement. Ensuite, nous avons les frais d'agence. Pas automatiques, ça dépend si le bien que vous trouvez est mis en agence ou si vous êtes direct en contact propriétaire. Ouais, je finirai juste sur une toute tu petite chose sur les frais de notaire, parce que t'as enchaîné un petit peu vite. Sur les frais de notaire, la dernière petite chose, c'est encore pour vous donner un peu de culture là-dessus. Dans le neuf, vous avez quand même des frais qui vont être réduits, tout simplement parce que une partie des droits d'enregistrement n'est pas due quand vous achetez un appartement neuf ou une maison neuve, tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous payez la TVA, et qu'il y a, pour tous ceux qui un jour ont fait un cours de droit fiscal dans votre vie, vous vous souviendrez de l'adage les droits, la TVA chasse les droits d'enregistrement. Donc globalement, le principe c'est que vous avez l'un ou l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis les droits d'enregistrement, c'est parce que toute notre fiscalité basée sur la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, c'est le premier impôt, c'est la première recette de l'État. Et quand vous faisiez une transaction dans l'ancien, comme on est souvent entre particuliers, il n'y a pas de TVA, fallait bien que l'État mange quelque part. Et en plus, c'est plus ou moins ces tentacules affreuses qu'on appelle les départements, régions, communes qui se goinfrent sur les droits d'enregistrement. Donc du coup, c'est pour ça que vous en avez, et que du coup dans le neuf, puisque vous payez la TVA, vous en avez moins. Il y a aussi le régime du marchand de biens. C'est vrai que nous, je pense qu'on n'a pas parlé souvent sur le podcast. Non, parce qu'on n'en fait pas, donc Voilà, parce qu'on ne fait pas du marchand de biens. on va pas s'inventer une expertise C'est ça, là-dedans. c'est pas spécialement notre sujet. Et d'ailleurs, on va avoir un excellent podcast sur le marchand de biens qui va, même 2 podcasts qui en parlent, qui vont arriver à la rentrée avec 2 invités. On a fait des super épisodes, mais bon, je vous spoil pas trop là-dessus. Et globalement, retenez que quand vous êtes marchand de biens, vous allez payer moins de 1% de frais de notaire, mais par contre, vous avez une obligation de revendre dans les 5 ans, donc qui va tout simplement vous permettre de payer moins de droits d'enregistrement, ce qui maintient votre marge, parce que si, imaginons que vous étiez marchand de biens, vous deviez en plus payer 10% de frais de notaire entre la TVA, vos impôts, les frais, le risque, ça ne vaudrait même pas le coup d'être marchand de biens. Et du coup, l'État vous a fait un petit régime qui permet justement de payer moins de frais, mais par contre, vous avez l'obligation de revendre dans un délai. Si vous ne le faites pas, tout simplement, vous devrez payer les droits d'enregistrement que vous aurez normalement payés si vous aviez fait une acquisition classique. Du coup, les frais d'agence. T'as encore un truc à dire? Ah oui, j'ai encore un truc à dire. Vas-y, parle. Oui, mais là, le but, c'est aussi de tout expliquer dans cet Vas-y, épisode. On est là vas-y. pour ça. Je suis sûr, tout le monde veut apprendre et avoir le max d'infos là-dessus. Globalement, les frais de notaire, la règle, c'est que c'est l'acquéreur qui paye. C'est une règle commune en fiscalité. C'est comme la TVA. La TVA, c'est le client final qui paye. C'est le même principe sur les droits d'enregistrement et les droits de mutation de manière générale. Par exemple, quand vous faites une donation à quelqu'un, en principe, c'est la personne qui reçoit la donation qui doit payer l'impôt dessus.
dessus parce qu'en général, l'impôt dépend de sa qualité. Et pour revenir sur les frais de notaire, la loi met à la charge de l'acquéreur les frais de notaire. Maintenant, conventionnellement, vous pouvez les mettre à la charge du vendeur. C'est ce qu'on appelle un acte en main, une vente acte en main. Il y a pas mal de gens sur Internet qui vous disent que globalement, de temps en temps, ça permet de squeeze un peu le 110% auprès de la banque. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une vente acte en main et que du coup, le banquier vous ferait un 110% déguisé parce que du coup, il vous financerait le prix de vente et que vous n'auriez pas à faire l'apport des frais de notaire. Ça marche pas aussi bien que ça parce que ayant travaillé en banque, j'ai eu des clients qui ont fait des actes en main, mais même pas pour essayer de me de me squeeze, plutôt pour parce que dans leur montage, c'était intéressant pour eux de faire un acte en main. Et globalement, ce qu'il faut voir, c'est que le notaire, enfin le banquier est pas bête, hein. Il cherche dans votre compromis s'il y a des frais de notaire quelque part. S'il y en a pas, il va bien se rendre compte qu'en fait il y a quelque chose qui est pas normal. Et normalement, ce que font les banques, c'est qu'en général, quand vous faites un acte en main, le banquier vous demande de faire un apport de 10% qui correspondrait à des éventuels frais de notaire. Donc voilà, ça je voulais en parler rapidement. Alors vous allez me dire à quoi sert l'acte en main? L'acte en main, il va plutôt servir, imaginons vous êtes, je sais pas moi, vous êtes grand-mère Michu, vous décidez de vendre une maison à votre petit-fils, vous lui faites pas la donation parce qu'imaginez vous avez 15 petits-fils donc vous pouvez pas lui donner, vous lui faites une vente mais vous faites une vente à un prix raisonnable et vous vous dites je vais essayer d'arranger mon petit-fils, c'est moi qui vais prendre à ma charge les frais de notaire par exemple. Du coup votre petit-fils a ça en moins à payer. C'est plutôt dans ce cas-là qu'on utilise un acte en main, c'est quand c'est le vendeur qui garde à sa charge les frais de notaire. Dans 99% des ventes et des opérations que vous allez faire en tant qu'investisseur immo, ça n'existera pas parce que le vendeur il veut pas vous faire de fleurs, c'est normal, mais souvent dans les ventes intrafamiliales, les ventes entre sociétés aussi également, où par exemple moi j'avais eu le cas avec un client, il était promoteur immobilier, il avait vendu des appartements à ses enfants et du coup il avait gardé à sa charge en tant que promoteur, il avait fait une sorte de cadeau client sur les droits sur les frais de notaire. Oui mais bon c'était du neuf donc ils étaient déjà un petit peu plus faibles que non. Marie rigole en mode l'abus de droit social mais donc voilà, ça y est, j'ai fini sur les frais de notaire, je te laisse enchaîner sur le reste. Ensuite, vous avez du coup les frais d'agence. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas automatique. C'est si le bien est sous mandat avec une agence où à ce moment-là, vous devez les payer. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent passer directement par propriétaire. Honnêtement, une agence, ça peut valoir le coup. Bon, déjà, souvent, quand elle vous amène un bien off-market, moi, je trouve que déjà, sa commission se justifie amplement vu que vous payez le bien en dessous du prix du marché, généralement, sinon il serait pas off-market. Et généralement, la commission couvre chez eux, du coup, tout le travail de récupérer les documents auprès du vendeur. Ça fait aussi une espèce d'interface avec le vendeur où déjà émotionnellement, il est moins impliqué. Enfin, ça fait un intermédiaire, ça peut peut-être faciliter les interactions. Après, ça dépend des agences. Soit elles sont à votre charge en tant qu'acquéreur, soit elles sont à la charge du vendeur. Quoi qu'il en soit, tu préfères quoi, toi, quand il y a agence ou pas agence? Globalement, aujourd'hui, je préfère quand même qu'il y ait une agence. Alors, pour moi, dans la question, il y a deux sujets. Il y a est-ce que il y a une agence ou pas dans la négociation et le prix. C'est quand même deux choses qui sont différentes. Globalement, aujourd'hui, là, avec le recul qu'on a dans l'immobilier, je préfère quand il y a une agence. C'est vrai que quand j'ai commencé l'immo, j'étais en mode, en fait, les agents, c'est juste de l'argent perdu et du coup, Des ouvreurs de porte. c'est ça. Il y avait le fameux adage on les surnommait dans l'immobilier les ouvreurs de porte et je pense qu'il y en a certains qui méritent encore ce terme malheureusement. Et globalement, le truc, c'est que aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur les différentes OP qu'on a fait, c'est quand même intéressant d'avoir un intermédiaire et ça facilite grandement la négociation. Et les plus belles négociations qu'on a fait ou qu'on a vues, il y avait toujours un agent au milieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire entendre raison au vendeur. Et quand vous êtes en direct avec un vendeur, et ça d'ailleurs je le vois, nous on a peut-être fait 2 ou 3, je pense, des ventes en direct vendeur et ça a quand même été des négociations souvent qui étaient un petit peu plus complexes et souvent je le vois avec les investisseurs qu'on accompagne, c'est que quand on est en direct vendeur, la stratégie de négo souvent est pas du tout la même. Il y a un gros côté affectif, un gros côté émotionnel. Souvent la négociation elle va se faire au téléphone. Enfin c'est des trucs où globalement quand il y a un agent immobilier, moi je déconseille de faire ce type de négociation parce qu'en fait l'agent immo il est bien meilleur que vous en négociation parce qu'il en voit plus souvent. Du coup globalement si vous le prenez au téléphone, il risque de vous coincer sur vos arguments. Du coup c'est pour ça que je conseille souvent de faire des négociations par écrit avec des agences IMO, c'est souvent beaucoup plus simple. En revanche, quand vous êtes en direct avec un propriétaire, c'est souvent plus facile au téléphone parce que là, vous allez pouvoir aller chercher sa corde sensible et du coup, vous cassez un peu la barrière ou quand vous lui faites une offre à l'écrit, il va peut-être, ça se trouve, même pas la lire.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère avoir un intermédiaire. D'ailleurs, ils peuvent être variés, hein. Ça peut être des agences IMO, des mandataires, même des études notariales aujourd'hui qui ont la carte T et qui font de la transaction. Globalement, moi, je fais pas plus ou moins de différence, hein. Il y a souvent eu un peu le truc de oui, non, mais lui, c'est un mandataire immobilier, ça n'a rien à voir avec un agent. Franchement, moi, j'ai vu des deux. J'ai vu des bons mandataires et des mauvais mandataires. J'ai vu des très mauvaises agences et des très bons agents. Donc ça, c'est quand même ça. Pour moi, il y a pas trop de distinction à voir là-dessus. Et pareil, les fois où il y a des études notariales qui s'occupent de la négociation, des fois même c'est les notaires qui le font parce qu'ils ont quelqu'un qui a la carte T officiellement parce que le notaire ne peut pas l'avoir, mais c'est le notaire qui connaît son client, qui connaît le bien et qui s'occupe de faire la négo avec l'acquéreur. Et même dans ces cas-là, je vois pas spécialement une qualité supplémentaire, si ce n'est que le notaire est quand même en général un peu plus clair sur les éléments de droit de l'urbanisme et de droit immobilier parce que c'est son sujet, mais sinon ça ne fait globalement pas de diff. En revanche, moi ce que je trouve, c'est qu'en France, les frais d'agence sont quand même trop élevés. On est globalement sur un niveau qui est en moyenne bien plus élevé que dans les autres pays européens. C'est simple, globalement, vous prenez nos voisins, les frais d'agence sur une transaction, c'est en moyenne entre 2 et 3% du prix. En France, on est facilement entre 4 et 6 Ouais. en fonction du montant. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des agents IMO qui, par exemple, sur des ventes à 100 000, voulaient prendre 10 000 d'honoraires. Et en fait, au bout d'un moment, quand t'es acquéreur, t'achètes un bien à 100 000, t'as déjà 10 000 euros de frais de notaire, tu peux pas en plus lâcher 10 000 euros de frais d'agence. Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, Marie, c'est vrai, si c'est une giga affaire off-market, en mode le bien vous l'achetez 100 000, mais en fait, il Sa vaut commission, elle vaut, quoi. c'est ça, mais en fait le bien il vaut 150, ou par exemple je sais pas, vous achetez un bien 180 000 et en fait le bien il vaut 220. Oui, dans ce cas-là, ça me gêne pas de lâcher 10 000 balles de frais d'agence, mais Tu le récupères ailleurs, en fait. ouais, voilà, tu le récupères ailleurs. Mais si le bien est à peu près à son prix de marché, donc encore une fois que vous le payez pas spécialement moins cher que ce qu'il vaut, c'est pas possible de payer des aussi gros frais d'agence. Mais surtout dans cette période où les agents font moins de transactions, où le marché immobilier est quand même en berne, je vois beaucoup plus souvent des réductions sur les frais d'agence que j'en voyais en 2020-2021 quand le marché était au plus haut et où les agents étaient en mode c'est pas vous qui l'achetez, ça sera quelqu'un d'autre. Là, franchement, il n'y a pas une semaine où je vois pas un agent qui fait une baisse sur ses honoraires pour qu'une vente se fasse. Okay. Donc, en général, soit vous pouvez la demander directement à l'agent IMO, mais faut bien voir que 9 fois sur 10, l'agent IMO, il est engagé par le vendeur, donc c'est plutôt le vendeur qui devrait être malin et demander à l'agent IMO de faire une baisse sur ses honoraires. En tant qu'acquéreur, c'est plus compliqué de le demander, mais c'est souvent l'agent qui va le proposer lui-même. OK. Il y a aussi le travail de l'agent. Tu vois, sur certaines opérations, il y a des agents IMO qui font le boulot. Ils sont revenus plusieurs fois avec vous visiter. Ils font les visites avec vos artisans, des fois sans que vous ayez besoin. Ils ont toutes les informations sur le bien. Quand vous amenez des arguments de négo, ils font en sorte que le vendeur baisse son prix. Des fois, voilà, il y a des agents IMO. Pour moi, ils méritent leur commission. Mais c'est vrai que malheureusement, des fois, il y en a qui sont pas au courant des informations, qui ont pas fait le travail. Enfin, il y a rien de pire que quand vous visitez un appartement et que l'agent IMO vous dit ah, je le découvre en même temps que vous. En fait, si tu veux, je vais te lâcher je sais pas moi 5, 10, 15 000 euros sur l'OP. Le minimum, c'est qu'en fait tu sois venu quelques jours avant, ou alors ça se justifie, le mec qui dit voilà, le bien est en off market, j'ai eu les clés ce matin. Là oui, c'est normal qu'il le voit en même temps que vous. Mais si l'agent IMO il le dit ça fait 3 semaines que j'ai le mandat et je suis pas venu voir mon bien, en fait au bout d'un moment quand tu poses des questions et qu'il sait pas te répondre, il est là écoutez, je vais me renseigner. Oh oui. bof quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que pareil, tu vois, moi par exemple, un agent immobilier, je dis toujours que les travaux, c'est pas leur sujet. Maintenant, il y a quand même un minimum de choses à savoir. Moi, quand je vois un agent IMO qui montre le compteur et qu'en fait c'est pas un compteur, c'est un tableau électrique, c'est-à-dire le truc avec les disjoncteurs quoi. C'est pas un compteur, le compteur c'est le Linky, ou si c'est un ancien compteur, l'ancien compteur noir Enedis que vous avez dans la cage d'escalier, ça c'est le compteur. Le truc blanc avec avec les disjoncteurs, ça c'est ce qu'on appelle un tableau. Et ça c'est des trucs où je suis désolé, mais quand t'es agent IMO, tu dois savoir ce genre de choses. Maintenant que tu sois pas électricien, que tu sois pas plaquiste, que tu sois pas carreleur, il y a pas de souci. Mais tu dois savoir un minimum de choses. Pareil, les compteurs d'eau, combien de fois on a fait des visites et l'agent IMO ne sait pas où est le compteur d'eau, que ce soit le vrai compteur d'eau, donc c'est-à-dire celui qui appartient à la régie des eaux de la ville, ou le sous-compteur divisionnaire qui permet de voir la consommation sur l'appartement. Enfin, je veux dire, des fois c'est des trucs, ou alors pareil, si l'appart il y a du gaz, le gaz, je sais pas où est le compteur, je sais pas si c'est ouvert, et en fait vous avez un minimum l'œil, vous êtes là, en fait dans la cuisine il y a un robinet de gaz, donc s'il y a un robinet de gaz, c'est qu'il y a un compteur quelque part. Je sais pas, je vais me renseigner. En fait c'est la base, ça pour moi c'est le minimum que doit savoir un agent IMO sur son bien. Ouais. On a ensuite les frais bancaires et ça, c'est un truc que beaucoup de gens oublient.
Et pourtant c'est salé. C'est vraiment salé parce que, tu sais, ça se fait par transaction, chez les notaires et cetera. Quand vous demandez un financement, il peut y avoir plusieurs alors attends, parce que en plus Julien me regarde en mode, «Qu'est-ce qu'elle va dire?» Il peut y avoir plusieurs, manières pour la banque de prendre, une caution. Donc, soit t'as la garantie personnelle, c'est ça, la caution personnelle, ou c'est toi qui le fais. Ensuite, t'as l'organisme de cautionnement, t'as l'hypothèque, le prêteur de deniers, des trucs comme ça, c'est ça? Ouais, alors globalement, faut distinguer 3 choses. Tu as ce qu'on appelle les garanties personnelles et les garanties réelles. Ouais, voilà. Garantie personnelle, la banque va vous prendre en caution vous personnellement. Donc c'est par exemple le cas quand vous avez une SCI, vous êtes caution de votre SCI. Soit vous avez ce qu'on appelle l'organisme de caution mutuelle. Donc ça veut dire qu'il y a une autre entité juridique qui se porte caution pour vous. Et effectivement, en général, c'est Camca, Crédit Logement, putain, j'ai oublié le nom des autres, mais bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Chaque groupe bancaire a un petit peu sa Ouais. société qui va qui va le faire, et en général, elle prend une commission pour se porter caution pour vous, et en fait, c'est elle qui fera les poursuites contre vous si vous ne payez pas, et du coup, la banque se soulage du risque de porter le crédit. Ensuite, vous avez les garanties réelles. Donc les garanties réelles, ça peut être une garantie réelle sur le bien, donc une hypothèque ou un privilège prêteur de deniers qui maintenant s'appelle hypothèque légale spéciale de rang 1 depuis une loi de 2024. Et sinon, vous pouvez aussi avoir un nantissement sur une somme d'argent. Ah oui, voilà, l'identifiant, oui. Ça, c'est les différentes garanties réelles que peut prendre la banque. Maintenant, ces garanties, elles coûtent de l'argent. Globalement, quand vous portez caution personnellement pour votre SCI, ça ne coûte rien, sauf si la banque est un peu relou et vous fait prendre une caution, enfin un cautionnement chez notaire. Ça, à ce moment-là, le notaire prend des honoraires pour la rédaction De l'acte. de l'acte de cautionnement. Si vous payez par exemple Crédit Logement, ce qui se passe, c'est qu'en fait vous avez un forfait qui est en général en moyenne autour de 1% du montant emprunté. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus. Après, ils peuvent plus ou moins vous rendre une somme à la fin. Par exemple, je sais que Camcash et Crédit Agricole, c'est un petit peu moins cher, mais ils vous rendent pas d'argent à la fin du prêt. Crédit Logement, c'est un peu plus cher, mais ils vous rendent de l'argent, ils vous rendent, je crois, la moitié si vous n'avez pas eu de défaut de prêt à la fin de votre de votre remboursement, ou au moment où vous allez vendre le bien et rembourser le prêt à la banque. L'hypothèque, c'est en général très cher, c'est autour de 1,5, parce qu'en fait, encore une fois, vous devez ralasser l'État, c'est-à-dire que l'État va prendre des frais sur le fait que vous inscrivez une hypothèque sur le bien. Le notaire prend lui aussi un petit peu d'honoraires dessus. L'hypothèque spéciale de rang 1, c'est comme l'hypothèque, mais ça coûte un petit peu moins cher. Alors, me demandez pas le pourquoi du comment. On aime faire des choses compliquées en France. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. Donc voilà, ça s'appelle pareil, c'est juste deux choses différentes qui coûtent un petit peu moins cher, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la PPD, donc l'ancien privilège prêteur de deniers, qui est aujourd'hui l'hypothèque spéciale de rang 1, est limitée au prix du bien. Oui. C'est-à-dire que l'hypothèque, donc vous achetez un bien 100 000, l'hypothèque spéciale de rang 1, elle ne peut être prise que jusqu'à 100 000 euros. Si jamais votre prêt c'est 200 000 parce que vous faites 100 000 d'acquisition, 100 000 de travaux, vous ne pouvez pas prendre l'hypothèque spéciale de rang 1 sur les 100 000 euros de travaux. Là, vous ne pouvez passer que par une hypothèque complète. Donc c'est pour ça que des fois vous devez avoir 2 garanties ou 3 garanties en même temps. Ça peut faire des frais. Alors moi, sur la partie bancaire, je voulais qu'on en parle dans ce podcast, parce que ça fait partie des moments où on va vous prendre de l'argent au moment de l'acquisition, mais c'est quand même là où en général je considère qu'en fonction des conditions que vous fait le banquier, et surtout de l'effet de levier que vous allez avoir sur votre projet, globalement, moi c'est quand même justifié que vous payiez des frais à ce moment-là. Alors ils sont toujours trop élevés, hein, ça on va être d'accord, mais par contre voilà, si ça permet d'avoir son crédit, on est d'accord pour les payer, même si c'est entre 1000 à 10 000 euros en fonction de la taille de Mais votre ce qui opération. est chiant, c'est que c'est toi qui dois les apporter, en fait. Donc ça, en Souvent, la plus. banque demande de les apporter, Voilà. sauf si tu as un 110%, ils peuvent éventuellement les financer. Mais c'est vrai qu'en général, ils demandent de les apporter. Le dernier frais que tu peux avoir, c'est les frais de dossier. Ou Oui, mais ça, tu le payes tout le temps, voilà, ou ça quasiment. aussi c'est one shot. Après, pareil, les frais de dossier, tu peux facilement les faire descendre entre 300 et 500 euros. En général, quand le banquier abuse un peu, il va vous demander 1500, 2000, 3000, 4000. Voilà. Moi, par exemple, au Crédit Agricole, on avait les maximums de frais de dossier qu'on pouvait demander, c'était 1600 euros à l'époque. J'en pouvais pas demander plus. Maintenant, peut-être qu'ils l'ont changé depuis que, voilà, après chaque banque revoit un peu sa C'est politique. quoi les frais de dossier? C'est parce que tu fais bosser le conseiller sur ton Ouais, c'est dossier, ça, c'est plus ou moins le temps du conseiller. Ok. Donc, c'est un frais one shot, en fait. Ouais, je vois ce que c'est, mais C'est ça, pour moi, c'était moins cher que 1600, mais pourquoi pas. oui, mais parce que 1600, c'était le max que je faisais. Mais moi, par exemple, il y avait beaucoup de clients, je leur faisais 500 balles de frais de dossier. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est ma délégation. ouais. Ok. Moi, en général, je ne m'embêtais pas avec ces questions-là. Et quand le client voulait moins, plutôt que de faire une dérogation, je lui faisais des remboursements sur ses frais qui étaient aussi à ma main.
OK, Je me débrouillais comme ça. ça marche. Ensuite, on a les charges récurrentes qu'on va payer toute l'année et en première place, j'appelle, la plus pénible d'entre toutes, c'est la taxe foncière. Oui, et vas-y, je te laisse Oui, parler. j'allais dire la taxe foncière. Vous la payez généralement, l'avis, je pense, est émis au 1er septembre et vous devez la payer au 15 octobre, prélevée fin octobre. C'est obligatoire. Je sais même pas si c'est la commune qui doit la fixer, ça. Elle Euh, augmente généralement tous les ans et voilà. En fait, tu as plein de choses. Tu as la valeur locative de ton bien qui est définie par l'administration fiscale au niveau des cadastres. Donc, combien vaut... en fait, ils estiment... Mais c'est là où ça fait genre 40 ans qu'on attend une réforme de la fiscalité locale et qu'on ne l'a toujours pas. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même, à un moment donné, vérifier que la valeur locative d'un bien est en adéquation avec son marché. Parce qu'en fait, vous avez des endroits, par exemple à Paris, où les valeurs locatives sont complètement déconnectées de ce que ça vaut vraiment en loyer aujourd'hui parce que le marché parisien a énormément monté. Et vous avez des endroits au fin fond de la Creuse, par exemple, où forcément, là, les loyers n'ont pas bougé depuis 25 ans parce que ça perd des habitants. Et globalement, vous avez les valeurs locatives qui ont quand même augmenté parce qu'en gros, l'État, pour les valeurs locatives, elles sont plus ou moins fixées. Elles ont été fixées dans les années 70 et ils ont appliqué l'inflation dessus depuis. Ouais. Du coup, encore une fois, un truc qui est mal fait. Et à partir de là, du coup, vous avez la valeur locative. Sur cette valeur locative, on va appliquer des taux d'imposition. Vous avez le taux de la commune, le taux du département, et après, vous avez le taux intercommunal, et vous avez également 2 taxes, je crois, une taxe plus ou moins pour tout ce qui est la gestion des... comment on appelle ça, c'est tout ce qui est forêt et autres. Et vous avez une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, qui maintenant, dans certains départements, n'est plus payée avec la taxe foncière, mais qui est payée sous forme d'abonnement par l'usager directement. Sachant que là encore, d'un point de vue juridique, la taxe foncière, ça s'appelle une taxe, mais c'est pas une taxe d'un point de vue juridique, c'est un impôt, parce que normalement une taxe, ça vous donne droit à un service. Donc le seul, là vous n'avez pas de service en face de la taxe foncière, c'est juste l'impôt foncier, c'est ce que vous devez à l'État pour le fait d'être propriétaire. Et moi j'insiste, c'est que toute la journée, on nous parle de fiscalité sur l'immobilier et ça c'est vraiment le truc qui revient le plus. Ah ouais, mais vous faites de l'immo, vous devez payer à mort d'impôts. Ah ouais, mais combien vous avez payé d'impôts l'an dernier? En réalité, notre premier impôt en tant que propriétaire immobilier et investisseur, c'est la taxe foncière. C'est-à-dire qu'on paye entre 25 et 30 000 par an. Enfin, je veux dire. Nous, on mensualise pas parce qu'on préfère la payer one shot, mais c'est vrai Ouais. que ça fait chaud, ça fait bizarre là d'un coup tous les comptes Ouais, qui prennent. et c'est surtout qu'on se rend pas compte, mais si on voulait comparer ça à l'IS, pour qu'on lâche 30 000 euros d'IS en un an, ça voudrait dire qu'on fait, franchement, ça voudrait dire, je pense qu'on fait plus d'1 million d'euros de loyer. Ouais, ou qu'on détient nos biens Oui, c'est ça, qu'on a plus X années, d'amortissement, quoi. mais voilà, globalement, il faut bien se rendre compte que la taxe foncière, c'est l'impôt numéro 1 de tout investisseur immobilier, et celle-là, malheureusement, il y a 0 optimisation qui est possible. Vraiment, rien. Vous ne pouvez rien faire, si ce n'est acheter dans des zones où les taxes foncières sont un petit peu moins chères. Moi, ce que j'aime donner en général comme petit conseil sur la taxe foncière, c'est un ordre de grandeur. C'est-à-dire que compliqué de dire une taxe foncière, est-ce qu'elle est chère, est-ce qu'elle est pas chère. Moi, je la compare en mois de loyer. Ouais. Donc en général, pour moi, une taxe foncière, c'est plus ou moins égal à 1 mois de loyer. Si vous êtes en dessous d'un mois de loyer, c'est pas cher. Si vous êtes au-dessus d'un mois de loyer, c'est cher. Maintenant, il y a des fois des biens, vous pouvez vous retrouver à 2 mois, 3 mois de loyer en taxe foncière. Là, en général, c'est des biens, soit je déconseille d'y Patrimonial, tu aller. dirais? Non, pas du tout patrimonial. Soit je déconseille d'y aller, soit il faut un 15% de renta. C'est-à-dire que moi, j'accepte d'acheter un bien où la taxe foncière, c'est 2 mois et demi de loyer si j'ai 15% de renta. OK, ouais. Pour préserver ma rentabilité nette, tout simplement. Et ensuite, dans la taxe foncière, vous avez la taxe d'ordures ménagères et celle-là, elle est pas à votre charge, elle est refacturable aux locataires. Donc, quand vous mettez vos loyers avec votre provision pour charge, il faut la prendre en compte. Et la taxe d'ordures ménagères, tout simplement, c'est l'enlèvement des déchets. Et ça me fait rire parce que j'ai ma maman qui travaille dans une collectivité locale, c'est ça? Donc, on Ouais. dit une collectivité locale, bref, par chez nous. Et du coup, elle est DRH. Donc en fait, les budgets de la masse salariale, et cetera, c'est elle qui les gère. Et sachez que votre votre taxe d'ordures ménagères, elle a justement des budgets de ce genre de collectivité. C'est-à-dire qu'elle augmente en fonction des besoins qu'il y a en termes de masse salariale ou voilà enfin c'est une variable d'ajustement pour l'État. Donc voilà, dès qu'il y a des trous
derrière les trous dans le pot, ils arrivent à combler avec l'augmentation de la taxe d'ordures ménagères sans pour autant que vos poubelles soient mieux ramassées ou C'est ça, préparées. sachant que retenez toujours La déchetterie, ce genre de choses, quoi. c'est ça, pour moi, c'est une des grosses maladies françaises qui fait qu'on est à plus de 50% de taux de prélèvement obligatoire dans ce pays. C'est que globalement, ce genre de taxe ne peut jamais baisser. Enfin, ce genre de taxe, impôt, appelez-le comme vous voulez, ne peut jamais baisser. Il ne peut qu'augmenter. Et le souci, c'est que, en réalité, il y a vraiment une gabegie sur la gestion de l'argent public. Et c'est vrai que tu parles de cette anecdote-là et c'est un bon exemple parce que combien de fois on avait ta maman qui nous racontait que en fait il y avait un des cadres payé grassement 4 à 5 000 euros net par mois qui en fait vivait à l'étranger et faisait 5 jours de télétravail alors que c'est interdit en soi dans la fonction publique territoriale. Ou tout simplement s'il y a un nouveau cadre qui est mis parce qu'il est placé ou je sais pas quoi, ils ont droit à des voitures de fonction. Ouais, et du il coup, devient directeur général adjoint en charge des KGB. Non mais vraiment, mais on rigole, mais poussé un peu à l'extrême, je te jure que c'est ça. Et du coup, ça permet de couvrir ce genre de dépenses où en fait, on peut pas faire grand chose, quoi. Et c'est vrai que ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc où quand tu compares la France aux autres pays développés, il y a un taux de fonctionnaires par habitant qui est stratosphérique, mais en soi, tu vois, on est tous là en mode, finalement, niveau police, niveau hôpital, on n'a pas l'impression niveau justice, on n'a pas l'impression d'être plus qu'ailleurs, on est même parfois moins. Par exemple, il y a moins de places de prison, il y a moins de magistrats qu'en Allemagne, en Espagne, qu'en Italie pour 100 000 habitants. Mais par contre, allez dans les collectivités publiques, justement, type ramassage des ordures, et là, vous verrez un petit peu les endroits où on peut écrémer pour essayer de faire baisser les dépenses, quoi. C'est ça. Ensuite, vous avez les charges de copropriété. Alors, ça s'applique pas à tous les biens. Si vous avez un immeuble de rapport, forcément, vous n'êtes pas concerné. Par contre, si vous avez un appartement ou un local commercial dans un immeuble, vous risquez d'y être largement concerné. Alors nous, on a excessivement de mal avec la copropriété parce que là encore, on a l'impression de rincer tout et n'importe quoi. Les charges de copropriété servent à couvrir du coup les charges communes à l'immeuble, c'est-à-dire les parties communes de l'immeuble. Chaque copropriétaire est propriétaire un tout petit peu et du coup il faut gérer tout ça. Donc je pense que ça va au toit, à l'évacuation des gouttières, etc. Et du coup en fonction des tantièmes que vous possédez dans la copropriété, vous devez payer ces charges-là. Ces charges, elles sont décidées par assemblée générale. Généralement il y a un syndic de copropriété qui prend un pourcentage, je crois que c'est sur les dépenses qu'ils prennent leurs honoraires. Donc plus on dépense, plus le syndic se gave. Gardez bien ça à l'esprit. Et c'est payable, généralement c'est au trimestre ou au semestre. Et si vous êtes en STLIS, c'est déductible de vos charges, mais ça aussi, c'est stratosphérique et il faut faire très très attention avant d'acheter. Il faut que vous regardiez bien les derniers PV et voir ce qui a été voté en termes de travaux. Parce que s'ils décident de refaire l'ascenseur, là, ça coûte à tout le monde, je sais pas combien de milliers d'euros. Et ça, forcément, en termes de rentabilité, si vous le prévoyez pas, ça va être compliqué. Ouais, mais tu vois, ça c'est effectivement quelque chose où, globalement, quand vous êtes investisseur IMO, vous fuyez plutôt les copropriétés. Le seul moment où vous y allez, c'est éventuellement sur un premier projet, parce que ça peut être plus simple, parce que dans la zone géographique dans laquelle vous êtes, c'est un des seuls types de biens qui est accessible. Par contre, il faut toujours avoir une bonne rentabilité, et c'est là où, par exemple, un peu l'investissement patrimonial classique, où vous faites 5-6% de rentabilité par an dans une copropriété, pour moi, ça c'est à oublier complètement. Bon, déjà, c'est pas dans notre stratégie, mais moi, je déconseille encore plus parce que, en fait, les charges de copro explosent et que, en réalité, pour moi, il y a, franchement, on en a rencontré combien des syndics depuis qu'on fait l'IMO? Il y en a rarement un qu'on a considéré OK. Et là, je parle même pas d'exceptionnel, je parle juste OK tiers. C'est-à-dire dans notre tête où on s'est dit, ils font plus ou moins bien le boulot, tu vois. Il y a peut-être là où on habite aujourd'hui, encore, il y a des soucis. Il y a plein de soucis avec ouais. Alors, il n'y a pas de souci sur l'immeuble parce que l'immeuble est neuf, mais par contre, il y a plein de soucis dans la gestion. Et c'est vrai que ça, c'est un souci. Et moi, encore une fois, c'est toujours les trucs, c'est que pour comparer les choses, il faut souvent il faut comparer, tu peux comparer une pomme et une banane, quoi. Il faut comparer des choses qui sont identiques. Et globalement, quand vous regardez dans les autres pays autour de nous, il y a quand même des frais de copro qui sont en moyenne beaucoup moins importants et des immeubles qui sont mieux entretenus. Moi, je pense sincèrement qu'en France, il y a une grosse problématique sur le droit au niveau des copropriétés et sur le statut des syndics et particulièrement au niveau des frais, ils se goinfrent et en plus ils se font énormément se goinfrer, c'est-à-dire qu'il faut bien voir que c'est un milieu où il y a énormément de blagues sur notamment le fait de faire travailler les entreprises plus cher avec des marges arrière, c'est-à-dire que combien de fois on a vu
sur des biens où on avait par exemple sur les premières OP qu'on a fait quand on avait encore un appartement en copro, un problème sur la toiture et en fait l'entreprise est repassée 4 fois et quand on a regardé la facture, sur la facture il y avait en gros il y avait genre des frais pour la mise en place d'un échafaudage alors qu'il n'y avait pas d'échafaudage vu que c'était sur le toit, que c'est un toit plat. Ou alors qu'il y avait nettoyage du chantier et genre des frais stratosphériques, le mec il a mis un peu de goudron sur le toit, je vois pas pourquoi il y a 500 balles de nettoyage de chantier. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur cette facture-là, en fait, il y a une partie qui est partie au syndic en espèces. Donc, que ce soit pour le gestionnaire ou pour le patron de l'agence de syndic, j'en sais rien. Mais ça a été vérifié. On connaît des gens qui travaillent là-dedans. Ça fonctionne malheureusement comme ça. Et du coup, vous vous retrouvez sur des copropriétés où les charges en général sont très importantes. C'est très compliqué à contrôler parce qu'en plus, dès que la copro est un peu grande, en fait, il y a tellement de propriétaires que votre voix ne compte malheureusement pas grand-chose. Et quand vous y connaissez un petit peu dans l'immobilier et que vous voyez en général les tableaux combien c'est facturé, enfin, faut bien voir que par exemple, il y a une copro où ils ont voulu voter pour installer un panneau métallique pour pouvoir bosser des boîtes à clés et genre le devis c'est genre 500 balles. On parle d'un bout d'aluminium Et 4 vis. et Moi, 4 vis. je leur fais pour vraiment moins que ça. Non, mais même toi, tu veux faire ça déjà dans ton immeuble, soit tu le fais toi-même, enfin l'immeuble que je parle où t'es en monopropriété, soit tu le fais toi-même, soit ton artisan, franchement, il va te le faire pour moins de 50 balles, tu vois. Ouais, c'est Et ça. pourquoi ça coûte 500? Pourquoi ça coûte 500? Ça coûte 500 parce que ils vont prendre une entreprise qui soit se goinfre, soit file des marges arrière. Et vous êtes obligé de cotiser un fonds travaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont essayé de faire en sorte que les copros soient mieux entretenus avec des fonds travaux. Mais le problème, c'est pas tant que les gens soient capables de payer des travaux. Le problème, c'est que les travaux soient de qualité, soient utiles, soient importants et que le syndic soit justement payé. Donc, c'est vrai que honnêtement, pour moi, en l'état, les copropriétés, on fuit plutôt ce type En tout cas, la d'investissement. manière dont ça fonctionne C'est actuellement, ça. c'est vrai que Le seul cas où on en a, c'est sur les locaux commerciaux, tout simplement parce que sur les locaux commerciaux, très souvent, vous avez des niveaux de charges qui vont être bien inférieurs parce que souvent, vous ne payez pas pour la cage escalier. ouais, vous êtes en Donc, dehors des clés de voilà. répartition des communs, du coup. Et en plus, comme c'est des choses où 100% des frais de copro sont refacturables aux locataires en locaux commerciaux, ce qui encore une fois n'est pas le cas en habitation. On a eu plein de fois des cas où en habitation, les charges de copro, c'était 40% qui restait à la charge du Ouais, propriétaire ça, je disais. et qui était non refacturable au locataire. Donc vraiment, il y a des cas où c'est compliqué et où ça va vraiment vous manger votre rentabilité. C'est-à-dire que là, dans ce podcast, on a vraiment voulu d'abord vous faire un peu ce qui vous coûte au moment où vous achetez. Là, c'est qu'est-ce qui vous pique votre pognon quand vous êtes propriétaire. On a parlé de la taxe foncière et là, maintenant, on parle des C'est charges vrai de que ça grignote le cash flow de fou. Parce que d'un coup, s'ils décident d'avoir voté une tranche de travaux, enfin, tu sais, une enveloppe de travaux stratosphériques, Oui. là, vos appels, ils prennent 25%, vous comprenez pas. Et en fait, Complètement. vous pouvez rien faire, vous êtes obligé en plus. Sinon. Sachant qu'en plus, et ça pour moi c'est vraiment un des éléments qui est déterminant, c'est que par exemple les charges de copro c'est vraiment de l'argent perdu. C'est-à-dire que c'est souvent un débat que j'ai avec des investisseurs qui investissent en copropriété qui vont me dire oui mais tes charges de copro ça permet de mieux entretenir l'immeuble et de gérer cette partie-là. Non mais en fait là nous quand on fait les calculs sur les dizaines de milliers d'euros qu'on a payés à des copropriétés depuis qu'on a commencé à faire de l'IMO, il y a moins de 20% qui ont été des travaux effectifs, qui ont été dans l'amélioration de l'immeuble. Et encore, dans ces travaux-là, je pense que si on avait été en monopropriété, on aurait pu les faire pour moins cher. Ouais. Donc, la réalité des charges de copro, c'est que pour moi, en l'état, et c'est là où pour moi, il y a un problème de réglementation là-dessus et de fonctionnement, ce n'est pas possible. Cet argent que vous allez mettre là-dedans ne vient pas améliorer le bien dans lequel vous vivez, enfin, dont vous êtes propriétaire. Ouais. Je suis bien d'accord. Ensuite, nous avons les frais d'entretien de gestion courante pardon. Alors, j'avoue que nous, je sais pas trop. Peut-être qu'on n'est pas, tu sais, on n'est pas des modèles là-dessus parce qu'en fait, on a très peu de charges d'entretien. Je pense qu'en vrai, en 5 ans, je pense que si ça se compte sur 500 balles, 600 balles, un truc comme ça, tu vois. Bon, alors là, tu forces un tout petit peu. Mais en vrai, je pense que je l'appelle entretien, c'est par exemple un chauffe-eau qui pète, c'est un problème électrique, tu vois, des trucs comme ça. Oui, bon, en vrai, ouais, je pense que t'exagères un tout petit peu. Moi, je le fixe à, tu vois, par exemple, j'ai fait un réel qui en parlait là il y a quelques jours. Globalement, je l'estime à 300 euros par mois. Et vraiment, je suis large. Ouais, surtout le parc. Ah oui, ok. Toi, tu parlais 500 euros.
Bah, par exemple, sur un Ah, bien. sur un bien. Ouais, Ah, OK, pardon, ouais, on ouais. parlait pas de la même chose. Moi, je parlais par mois. Ouais, ouais. Non, moi, je l'estime environ 300 € par mois pour l'ensemble de notre parc. Ça fait que si on a un budget entre 3 et 4 000 € par an, c'est globalement ce qu'on a. Et Euh, pourquoi du coup? C'est parce que, bah, généralement quand, on a essayé d'acheter, alors soit il y avait travaux, et du coup on a fait les travaux donc il y a enfin généralement c'est neuf donc il y a pas de oui, raison que ça casse. Soit, c'était déjà habité et en fait quand, les locataires sont partis, on a généralement remis un coup de propre et vu ce qui n'allait pas donc, vraiment ça oui. peut être généralement c'est les serrures chez nous. Les serrures, parce que soit il y en a un qui a pété qui a plus la clé ou on a rajouté des verrous, C'est vrai que par exemple, le budget les clé, les je radia sous-estime celui-là. les radiateurs aussi, Ouais, les radiateurs ça on en a fait quelques-uns, ouais. et un chauffe-eau C'est vraiment vrai. Et c'est vrai que là, pour le coup, je veux insister parce que, encore une fois, et j'ai eu le truc, et alors, franchement, ça m'a fait doucement rire. Il y en a un en commentaire qui m'a mis, ouais, mais en fait, vous devez être des marchands de sommeil si vous mettez aussi peu bah, pas d'argent tant que ça, dans vos hein. biens. Bah, en fait, si vous voulez filer de l'argent à des artisans véreux ou à des agents CIMO qui se foutent de votre gueule et qui vous disent qu'en fait, ils entretiennent les biens, parce que ça, nous, on l'a vu, hein, le seul bien où on a une agence qui gère dessus, ils nous ont facturé un lessivage des murs, Oh là là, c'était 300 balles. trop 300 balles et Alors que c'était super mal fait. ouais, en fait, il y Et, avait et la rien. réalité, c'est que comme bah, les coups de propre, on les met nous-mêmes, 9 fois sur 10, c'est quoi un coup de propre dans un appart? C'est déjà la propreté, parce que malheureusement, c'est vrai que les gens sont des fois pas très propres et quand on libère un appart, en général, il est pas nickel et que nous, on aime bien donner des apparts nickel aux nouveaux locataires. C'est souvent un petit coup de peinture qu'on va faire nous-mêmes quand il y a besoin. C'est éventuellement, comme tu dis, les serrures, les clés. Bon, voilà, ça fait, je rigole parce que ça fait du budget au fur et à mesure des années, mais bon, c'est pas si cher non plus. Et sinon, ça va être de temps en temps, il faut faire passer l'électricien parce qu'il y a une prise, par exemple, ou quelque chose Mmh. comme ça. Donc encore une fois, si vous avez votre artisan qui est raisonnable en prix, il va pas vous tartiner juste pour changer une prise ou pour remplacer un disjoncteur qui ne fonctionne plus. Les radiateurs, ça c'est pareil. Un bon radiateur neuf, ça peut coûter 200 balles. En vrai, c'est quand vous allez sur le Bon Coin, vous avez des Des euh, lots de des lots de radiateurs neufs qui sont à la vente parce qu'en fait, il y a plein de gens qui achètent des maisons, qui retirent les radiateurs pour mettre des clims et que dans tous les cas, le constructeur, le promoteur était obligé de les livrer avec des radiateurs. Donc en fait, vous récupérez des radiateurs de très bonne marque, vous les payez même pas 10% de ce que ça vaut en neuf. Tu vois, en fait, quand vous êtes un petit peu malin dans l'entretien de vos appartements, ça va pas vous coûter une fortune. Maintenant, effectivement, si on est dans le cas où vous êtes sur un bien, où vous êtes sur une résidence gérée en copro, vous vous faites manger par la copro et en plus vous laissez ça à une agence qui va, entre guillemets, entre chaque locataire, vous faire 10 000 € de travaux dans l'appartement. En réalité, si vous avez bien choisi votre locataire, vous n'en avez pas besoin. exactement. Donc c'est pour ça que nous, l'entretien est aussi peu cher. Et même les ballons d'eau chaude, c'est vrai que ça pour le coup dans l'immobilier, je suis même des fois étonné, je touche du bois, nos ballons d'eau chaude ils tiennent plutôt bien. C'est très rare qu'on ait un ballon d'eau chaude à remplacer, on en a peut-être un par an. Ouais, je Et alors que pour autant, la plupart de nos biens sont quand même dans une région où l'eau est assez calcaire. Donc c'est pour ça, et même un ballon d'eau chaude à remplacer, voilà, votre plombier, si vous avez l'habitude de le faire travailler, va vous facturer 500 balles ouais, globalement, j'allais 600 dire balles. entre 400 et 500. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont raisonnables et c'est pour ça que là encore une fois sur l'entretien des appartements, pour moi c'est pas la chose la plus chère. Sachant qu'en plus, c'est toujours pareil avec vos locataires, faut être clair, votre locataire il doit entretenir votre appartement. Bon, si le mec est resté 20 ans dans l'appart, c'est normal, les peintures elles ont pris un coup, mais si votre locataire il reste 6 mois, les peintures elles doivent pas prendre un coup. Si elles prennent un coup en 6 mois, en fait c'est retenu sur le dépôt de garantie, ça veut dire qu'il a pas bien entretenu l'appartement parce que tu vois, nous notre appartement, ça fait 3 ans qu'on est dedans, tous les murs sont toujours blancs nickel. Mmh. C'est pas compliqué, il suffit juste de faire attention et quand tu salis, de nettoyer. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que nous, on demande aux locataires de faire pareil, c'est le minimum d'entretenir son logement. Maintenant, encore une fois, c'est évident que vous pouvez pas avoir un appart qui a été loué pendant 20 ans et le remettre en location sans un coup de propre, ça n'existe pas. Mais par contre, si vous avez des locataires qui restent 1 an, 2 ans, voire 3 ans dans un appart, il n'y a pas de raison à devoir refaire tous les travaux dedans si le mec a normalement utilisé son bien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, vous avez les assurances. Donc du coup, quand vous êtes, propriétaire, non occupant, vous êtes obligé de prendre d'abord, votre bien qui est assuré, donc on appelle ça une PNO, ça veut dire propriétaire non C'est ça. occupant, je pense. En fait, c'est juste au cas où s'il y a, je sais pas, un dégât des eaux ou quoi, au moins votre immeuble est assuré et après voilà, en fonction du sinistre, il se retourne ou pas contre l'assurance, du locataire. Je dirais que c'est à peu près 20 € par, bien, non? C'est à peu près ça, je Même dirais. un petit peu moins. En Ouais. fait, si vous avez un appartement dans une copro, globalement, vous allez payer à peu près 20 €.
pour l'appart. Ça peut être un peu plus cher si l'appart est grand, si dans une zone où voilà, il y a où l'assureur estime qu'il y a un sur-risque ou si l'assurance vous tartine juste parce qu'ils veulent faire leur marge sur vous. Mais globalement, nous, on a pas mal de biens en immeuble et c'est vrai qu'en immeuble, on fait des économies. C'est simple, par exemple, il y a un bien, on paye 70 € par mois pour 9 appartes. Ouais. Donc globalement, ça veut dire moins de 10 balles par appart. Donc c'est pour ça que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir, c'est que quand vous allez avoir des gros parcs IMO, vous avez forcément des économies d'échelle sur pas mal de postes. J'en parle parce que ça, pareil, c'est revenu dans les commentaires du réel où j'ai mis les différents frais qu'on avait et tout le monde essaie de faire des calculs d'apothicaire pour essayer de m'expliquer que la provision pour assurance que j'avais mis n'était pas bonne. J'étais en mode, mais les gars, vous savez même pas ce que j'assure, comment vous pouvez estimer que c'est cher ou pas cher? Ouais. Et la réalité, c'est que moi, j'estime qu'on file déjà beaucoup trop d'argent par mois aux assurances parce que je pense qu'on doit être Ouais. 600, 700 balles, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, plus 600. Ou encore, on a 0 GLI, nous. Pourquoi? Parce qu'on fait notre auto-assurance. Tout simplement parce que si on prenait une GLI sur l'ensemble du parc, ça nous coûterait genre peut-être 1000 balles par mois, je pense, quelque chose comme ça. Et que, plutôt que payer 1000 balles par mois la GLI, je préfère me dire que, le jour où il y a un impayé, voilà. Les autres payent pour cette C'est ça, c'est de l'auto-assurance et en réalité, c'est plus intéressant parce que la GLI, ils sont pas bêtes. L'assureur, il prend une provision pour équilibrer le risque. Donc, si vous arrivez à faire comme le marché, vous avez à peu près 2% d'impayés. Si jamais vous êtes un peu meilleur que le marché, vous avez peut-être moins que 2% d'impayés. Et du coup, l'assurance, ils vous prennent déjà une provision pour le risque du marché, donc classique, et en plus, eux prennent forcément une rémunération en tant qu'assureur. Donc, globalement, moi, je vois pas un monde où à partir du moment où vous avez plus de 10 biens, où la GLI n'est pas moins intéressante que de ne pas l'avoir et de s'auto-assurer. Par contre, c'est vrai que maintenant que vous êtes un petit investisseur, vous êtes très stressé par cette question-là, vous avez un bien, deux biens ou un bien dont le loyer est très important. Par exemple, il y a un investisseur ouais, qui assurait une maison et le loyer c'était peut-être 1500 € par mois. Si du jour au lendemain il a plus 1500 € par mois par rapport à son budget, ça peut piquer fort. Là, à ce moment-là, pour moi, la GLI peut être intéressante. Mais sachant qu'en plus, c'est toujours pareil, la GLI ne va assurer que des profils qu'elle considère peu risqués. En soi, le profil peu risqué, il y a peu de chances qu'il y ait un impayé. Donc déjà, vous faites cet effort de prendre des profils peu risqués pour vos appartements et déjà vous éviterez 90% des problématiques de paiement de loyer. Sachant que c'est toujours pareil, une GLI ça reste une assurance. Si vous saviez le nombre de problématiques qu'on a avec des assurances juste pour être payés de ce qu'ils nous doivent, franchement hors de question de filer tous les mois X centaines d'euros à une GLI pour que je doive leur courir après pour qu'ils m'indemnisent le jour où j'ai un sinistre, quoi. Et juste par rapport aux assurances, parce que j'ai une copine qui m'a posé une question, à partir de quand ça vaut le coup pour une PJ? Bon, on a des PJ, mais pas sur tout. Oui, alors c'est toujours pareil. Ça coûte cher en vrai quand même. En fait, ça dépend des cas. La PJ, pour le coup, c'est une assurance où, au niveau du calcul, en fait, c'est toujours pareil, hein. En général, les PJ, souvent, c'est pas cher quand l'assurance va imaginer que tu vas pas t'en servir. Donc, globalement, dans ce cas-là, ça vaut le coup de la prendre. Quand la PJ est chère, là, pour le coup, ça vaut pas le coup de la prendre. Donc, tu vois, c'est toujours comme ça que je le mets le truc, c'est que globalement, imaginez, vous avez votre PJ en nom propre pour vous couvrir sur la partie locative. Si l'assurance vous fait un devis à genre 20 € par mois, ça vaut le coup. Maintenant, si le devis c'est 50 balles par mois, pour moi, ça vaut pas le coup. Donc, c'est pour ça que les PJ, c'est particulier, ça dépend vraiment des des cas de figure là-dessus. Ok. Là, on a déjà fait un bon tour des charges récurrentes par année. Est-ce qu'on ferait pas une dernière partie? Je vois, on est déjà à 46 minutes. Est-ce qu'on ferait pas une dernière partie vite fait sur les impôts? Si, mais je pense qu'on va plier ça assez vite, tout simplement parce qu'au niveau des impôts, la réalité, c'est que si vous débrouillez bien, déjà, vous allez être vous allez avoir un revenu issu de vos biens locatifs qui sera non imposable pendant vraiment pas mal d'années. Soit, si vous êtes en LMNP, ça peut durer 4, 5, 6 ans, Ouais. ça dépend des charges que vous avez, des travaux que vous avez fait au début du démarrage de vos investissements, pardon. Et si vous êtes en SCLIS, pareil, ça peut durer aussi pas mal d'années. Maintenant, si vous êtes en revenu foncier, là, vous avez mal fait le choix, parce que nous, on déconseille toujours d'être en revenu foncier. Et là, forcément, vous allez vous faire soulever par la fiscalité. Parce qu'en SCI-Alias, ça, c'est ce que du coup, j'ai toujours le commentaire en mode ouin, vous dites ça, mais quand vous allez revendre, ça va piquer. Alors, oui, c'est sûr que si vous le gardez 25 ans, effectivement, vous allez être quasiment soumis à l'impôt société sur toute votre plus-value. Après, généralement, si vous nous suivez depuis un petit moment, on vous recommande quand même, à un moment donné, d'arbitrer vos biens. D'ailleurs, nous, regardez, ça fait à peu près combien? Ça fait 8 ans maintenant qu'on a de l'IMO. On a déjà arbitré et on va continuer d'arbitrer pour mieux replacer. Donc oui, on paye un peu d'impôt société dessus, mais pas autant que si on avait, été allé jusqu'au bout de
de la période de détention, sachant qu'en SILIS, beaucoup de charges sont déductibles. Encore, je crois qu'on avait fait un épisode sur la déductibilité des charges en SILIS. Je vous invite à aller l'écouter. Voilà, dès que vous êtes un peu aguerri sur toutes ces notions-là, au final, vous payez pas tant d'impôts que ça. Et comme disait Julien, avec les amortissements et la déductibilité des charges, en fait, en SILIS, vous paierez très peu d'impôts pendant au moins plusieurs années. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. C'est pour ça que vraiment l'impôt sur le bénéfice sur le locatif, pour moi, c'est vraiment pas là où vous allez Ouais, perdre de franchement. l'argent. En fait, si vous êtes malin, que vous êtes juste du LMNP ou la SCALIS, c'est pas là où vous allez perdre de l'argent et c'est vraiment ça que je veux que vous gardiez en tête parce que c'est souvent la première chose qui revient. C'est normal, en France, on est très taxé, que ce soit sur le travail, que ce soit sur, quoi que vous fassiez, vous payez de l'impôt. En France, vous respirez, vous payez de l'impôt. Donc franchement, je comprends qu'on ait tous ce réflexe-là, mais pour le coup, dans l'investissement IMO, il y a des endroits où on va vous piquer de l'argent beaucoup plus tôt que sur l'imposition de vos bénéfices IMO. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis, c'est que nous, par exemple, tu prends nos 8 ans d'immobilier, je pense qu'en termes de droits d'enregistrement qu'on a payé, globalement, on doit être autour, je pense, des 100-150 000 euros de droits d'enregistrement payés, et on doit être certainement autour des 200 000 euros de taxes foncières. Donc probablement que nous, dans l'immobilier, on a déjà payé 350 000 euros d'impôts depuis qu'on a commencé, mais on n'a pas payé de l'IS, on n'a pas payé de l'impôt sur le revenu. On a payé des droits d'enregistrement et des taxes foncières. Ce qui est amplement suffisant, à mon humble avis. C'est ça. Et moi, je veux vraiment que vous reteniez ça en tête. Et c'est pour ça que là, on reparle pas dans le détail des régimes fiscaux, de comment vous pouvez essayer d'améliorer ça, parce que pour moi, c'est prendre le problème à l'envers. Oui, on a déjà parlé plein de fois dans ce podcast. On fera probablement des épisodes où on reviendra dans le détail des régimes fiscaux. Mais ce que je veux vraiment que vous gardiez en tête, c'est que là, on vous pique votre pognon dans l'IMO et sur la partie impôt, c'est sur la partie droit d'enregistrement et la partie taxe foncière que malheureusement, si vous faites de l'IMO, vous ne pourrez pas optimiser. Donc ça, c'est pour moi important de le garder en tête. Et c'est aussi important qu'à partir du moment où vous faites un choix raisonnable, c'est-à-dire partir en SILIS par exemple, en réalité, regardez plutôt ce qui va sortir de votre poche via les charges de copro, si jamais vous investissez en copro, que finalement de calculer combien vous allez payer de dividendes, enfin combien vous allez payer d'impôts sur les dividendes si dans 25 ans vous revendez votre bien et que vous payez plus-value sur un prix que vous n'avez pas aujourd'hui et distribution de dividendes à un taux que vous n'avez pas non plus aujourd'hui. La réalité, c'est que quand on est malin dans l'immobilier, le paiement de l'IS et le paiement de la distribution sur les dividendes, il arrive déjà très tardivement. Déjà, passe par le simple fait que votre compte courant d'associé, avant que vous les récupériez entièrement, vous allez mettre des années. Exactement. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou pas? Non, je pense qu'on a bien fait un bon tour là, on a 50 minutes d'épisode, ça faisait super longtemps que c'était pas arrivé. On espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si vous voulez en parler, à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi La Flouserie et bien sûr à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau des plateformes. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao.